Imaginez recevoir une décision qui change votre vie. Pas une décision spectaculaire, pas un verdict prononcé par une salle d'audience, pas non plus une annonce faite par quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, mais plutôt une décision froide, polie, administrative et presque banale. Elle arrive dans votre boîte email un mardi matin entre une publicité et un message automatique. Vous cliquez, quelques lignes s'affichent, vous informant que votre candidature n'a pas été retenue. Votre demande de crédit est refusée. Votre dossier n'est pas prioritaire, votre compte a été suspendu et votre profil ne correspond pas aux critères attendus. Vous relisez la phrase une première fois, puis une deuxième. Vous cherchez une raison précise, une explication claire, un nom, une signature, quelque chose à quoi vous raccrochez. Mais il n'y a presque rien. Ou alors, quelques mots trop généraux pour vous permettre de comprendre vraiment. On vous remercie pour votre demande, on vous souhaite une bonne continuation et on vous informe que la décision résulte d'une analyse interne, d'un score de risque, d'une procédure automatisée et d'un traitement algorithmique. Les mots sont propres, neutres et impeccables. Mais derrière eux, il n'y a pas de visage. Alors, naturellement, vous essayez de comprendre. Vous contactez un service client, on vous répond qu'il faut patienter. Vous appelez une agence, on vous explique que le système a signalé un élément défavorable. Vous insistez et là, on vous dit que la procédure a été respectée, que les informations disponibles ont été analysées et que les critères sont objectifs. Et c'est là que vous vous demandez, mais quels critères exactement? Pourquoi ce résultat-là et pas un autre? Qui a réellement pris cette décision? Celui qui vous répond au téléphone n'a pas conçu cet outil. Celui qui utilise l'outil ne connaît pas toujours toutes ses règles. Celui qui a acheté le logiciel fait confiance au fournisseur. Et le fournisseur, lui, rappelle qu'il ne fait que proposer une technologie. À ce moment-là, une question commence à apparaître. Une question simple, mais dérangeante. Et si le problème le plus inquiétant de l'intelligence artificielle n'était pas qu'elle décide seule, mais que plus personne ne sache vraiment qui décide à travers elle? Alors, avant d'entrer dans cette zone grise où la technologie, le pouvoir et la responsabilité se mélangent, si vous aimez les vidéos qui prennent le temps de rendre visibles les mécanismes cachés derrière nos vies modernes, alors je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager cette vidéo si elle vous semble utile. Merci sincèrement à toutes celles et ceux qui le font déjà. Sur ce, installe-toi confortablement car aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler d'intelligence artificielle, nous allons parler de décisions qui tombent sans visage, de responsabilités qui se déplacent et de cette question simple mais vertigineuse. Quand une machine influence une décision qui change une vie, qui doit répondre? Pendant longtemps, l'intelligence artificielle a été racontée comme une apparition spectaculaire. On l'imaginait sous les traits d'un robot humanoïde, d'une voix synthétique, d'une machine futuriste capable de rivaliser avec l'esprit humain. On la voyait comme quelque chose d'extraordinaire, presque théâtral. Une intelligence froide, puissante, qui finirait peut-être un jour par prendre le contrôle du monde. Mais dans la réalité quotidienne, l'IA avance souvent autrement. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se présente pas, elle ne dit pas « Bonjour, je suis l'algorithme qui va influencer votre vie ». Non. Elle se glisse dans les formulaires, dans les logiciels internes, dans les plateformes, dans les tableaux de bord et dans les outils qui aident à la décision. Elle apparaît sous forme d'une note, d'un classement, d'une recommandation, d'une alerte, d'un signal faible et d'une case cochée en rouge ou en vert. Elle ne remplace pas toujours la personne qui décide, mais elle s'assoit à côté d'elle. Elle lui souffle une réponse. Elle organise ce qu'elle voit. Elle hiérarchise ce qui mérite son attention. Et parfois, sans jamais signer la décision, elle en dessine déjà le résultat. Dans le recrutement par exemple, elle peut trier des candidatures avant même qu'un humain ait ouvert un CV. Elle peut repérer des mots-clés, comparer des trajectoires et classer des profils selon des critères que le candidat ignore. Officiellement, elle aide à gagner du temps. Elle permet de trier des centaines, parfois des milliers de dossiers. Elle évite peut-être qu'un recruteur débordé passe à côté d'un profil intéressant. Mais pour celui qui reçoit un refus automatique,
la question reste entière. Est-ce que quelqu'un m'a vraiment lu? Est-ce qu'une personne a compris mon parcours, mes efforts, mes détours, mes accidents de vie? Ou bien, ai-je été écarté parce que mon histoire ne rentrait pas dans les cases attendues? Dans une banque, l'IA peut calculer un risque, analyser des revenus, croiser des données et évaluer une possibilité de remboursement. Là encore, l'objectif paraît raisonnable. Une banque doit éviter les erreurs, protéger son équilibre et prendre des décisions cohérentes. Un système automatisé peut réduire certains abus, harmoniser certaines pratiques, éviter qu'un client soit traité différemment selon l'humeur ou les préjugés d'un conseiller. Mais lorsque le crédit est refusé, lorsque le projet d'une famille, d'un entrepreneur ou d'un jeune couple s'arrête devant un formulaire impersonnel, une autre question surgit. L'explication fournie permet-elle vraiment de comprendre ce qui a fait basculer la décision? Un chiffre, une adresse, un historique, une catégorie statistique ou bien une ressemblance avec un autre profil jugé risqué? Dans la santé, la question devient encore plus sensible. Une intelligence artificielle peut aider à lire des images médicales, repérer des anomalies, prioriser certains dossiers et assister des médecins confrontés à une masse immense d'informations. Dans ce domaine, elle peut sauver du temps et parfois peut-être même des vies. Mais si elle participe à classer les patients, à orienter les parcours, à suggérer qui doit être vu en premier, alors son rôle n'est plus seulement technique. Il touche à quelque chose de profondément humain. L'accès aux soins, l'attention, la vulnérabilité, l'attente et la peur. Dans l'administration, enfin, l'IA peut signaler une anomalie dans un dossier, repérer une suspicion de fraude et accélérer le traitement de certaines demandes. Ici, on comprend la promesse. Les administrations sont souvent submergées. Les agents manquent parfois de temps et les citoyens attendent des réponses plus rapides. Mais lorsqu'une aide est suspendue, lorsqu'un dossier est bloqué, lorsqu'une personne fragile se retrouve face à une décision accompagnée d'une explication trop vague ou trop technique, l'efficacité administrative peut se transformer en solitude bureautique. Et cette solitude est d'autant plus dure qu'elle n'a plus toujours de guichet clair, plus d'interlocuteurs stables, plus de personnes capables de dire simplement « voilà pourquoi ». Alors attention, il faut être clair. Le but n'est pas de dire que toutes ces décisions sont injustes, ni que l'intelligence artificielle serait condamnée à produire du mal. Ce serait trop simple et probablement faux. Dans certains cas, ces outils peuvent corriger des incohérences humaines, ils peuvent aider à traiter des volumes de données que personne ne pourrait examiner seul, ils peuvent réduire des délais, repérer des signaux faibles, rendre certaines procédures plus rapides, parfois plus homogènes. Une décision humaine n'est pas toujours plus juste simplement parce qu'elle est humaine. Un humain peut être fatigué, pressé, influencé, distrait, injuste sans même s'en rendre compte. Mais l'IA ajoute une difficulté nouvelle. Quand un humain se trompe, on peut parfois lui demander pourquoi. On peut discuter, argumenter, contester, faire appel à son jugement, à sa responsabilité, voire même faire appel à son supérieur. Mais quand la décision passe par un système automatisé, elle peut prendre une apparence presque incontestable. Elle arrive avec le poids du calcul. Elle semble plus neutre parce qu'elle est numérique. Elle semble plus objective parce qu'elle repose sur des données. Et elle semble plus rationnelle parce qu'elle est formulée par un système. Et pourtant, derrière ces données, il y a toujours des choix humains. Quelqu'un a choisi ce que le système devait mesurer. Quelqu'un a choisi quelles données utiliser. Quelqu'un a décidé ce qui comptait comme un succès, comme un risque, comme une anomalie, comme un profil intéressant ou bien comme un comportement suspect. Quelqu'un a accepté de déployer l'outil dans un contexte réel, avec des vraies personnes en face, et quelqu'un, quelque part, a décidé que cette recommandation méritait d'influencer une décision. Autrement dit, la décision humaine n'a donc pas disparu. Elle s'est déplacée, et elle s'est fragmentée. Elle est entrée dans une machine, puis elle en sort sous forme de résultats, de scores ou de recommandations. Et parce qu'elle revient habillée de chiffres, de modèles et de procédures, elle peut sembler moins discutable qu'une décision ordinaire. C'est peut-être cela le changement le plus profond. Non pas l'arrivée d'une intelligence qui remplace entièrement l'humain,
mais l'apparition d'une décision qui n'a plus de visage unique. Car, lorsque tout se passe bien, cette chaîne paraît efficace. Le fournisseur a créé un outil performant. L'organisation l'a déployé, l'utilisateur l'a consulté, le système a recommandé, les dossiers ont été traités plus vite. Tout le monde peut se féliciter du gain de temps, de la fluidité et de la modernisation. Mais lorsque quelque chose se passe mal, lorsque la décision est injuste, discriminatoire, absurde ou difficile à comprendre, la chaîne devient soudain un labyrinthe. Le fournisseur peut dire qu'il n'a pas choisi l'usage final. L'entreprise peut dire qu'elle s'est appuyée sur un outil reconnu. L'employé peut dire qu'il a simplement suivi une procédure. Quant au responsable, il peut dire qu'un humain était bien présent dans la boucle. Enfin, le régulateur peut dire que le cadre évolue. Et la personne concernée, elle, reste au centre du labyrinthe, avec une décision qui pèse sur sa vie, mais sans savoir à quelle porte frapper. C'est là que l'éthique de l'intelligence artificielle commence vraiment. Pas dans les grandes promesses abstraites, pas dans les slogans rassurants, pas non plus dans les mots que l'on répète comme des talismans, tels que transparence, responsabilité, éthique, voire encore confiance. Elle commence au moment précis où une personne demande « Pourquoi moi ? Pourquoi ce refus ? Pourquoi ce classement ? Pourquoi cette suspension ? Pourquoi cette alerte ? Et surtout, très important, qui peut me répondre ? » Le danger n'est donc pas seulement qu'une IA se trompe, car toutes les formes de décision peuvent se tromper. Le danger est que son erreur devienne difficile à comprendre, difficile à contester et finalement difficile à attribuer clairement à quelqu'un. Car une injustice que l'on ne peut pas expliquer devient plus difficile à réparer. Et une décision sans un responsable clairement identifié finit par ressembler à une fatalité. Voilà pourquoi la question de qui prend les décisions est plus profonde qu'elle en a l'air. Elle ne demande pas seulement si une machine choisit à la place d'un humain, elle demande où se cache le pouvoir quand il se partage entre les lignes de code des entreprises, des institutions, des procédures et des écrans. Elle demande ce qui reste de la responsabilité lorsque chacun peut affirmer qu'il n'a fait qu'utiliser un système. Pour comprendre cela, il faut remonter la chaîne. Une intelligence artificielle ne tombe jamais du ciel. Elle n'arrive pas dans une entreprise ou une administration comme une force naturelle, neutre, indépendante de toute volonté humaine. Elle est le produit d'une succession de choix. Et chacun de ces choix déplace un peu la décision, parfois jusqu'à la rendre méconnaissable. La première erreur serait de chercher un seul décideur, comme s'il existait quelqu'un quelque part, un individu assis devant une console, appuyant sur un bouton pour refuser un crédit, écarter un candidat, classer un patient ou signaler un citoyen. La réalité est moins spectaculaire, mais peut-être plus troublante. La décision se fabrique par couches. Elle commence parfois très loin de la personne concernée, dans une équipe d'ingénieurs, de chercheurs, de juristes et de responsables produits qui définissent ce qu'un modèle pourrait faire, ce qu'il ne devrait pas faire, ce qu'il devrait ignorer et surtout ce qu'il devrait privilégier. Ceux qui conçoivent les systèmes d'IA ne décident pas toujours du cas final. Ils ne savent pas nécessairement quel candidat sera rejeté, quel dossier sera bloqué, quel patient sera classé comme moins urgent, mais ils fixent une partie de l'architecture dans laquelle ces décisions deviennent possibles. Ils choisissent les données, ils choisissent les objectifs, ils définissent les limites. Ils décident parfois quelles erreurs seront jugées acceptables, quels risques seront considérés comme secondaires et quels effets devront être mesurés ou non. C'est une forme de pouvoir très particulière. Ce n'est pas le pouvoir direct du juge, du médecin, du banquier ou du recruteur. C'est un pouvoir d'orientation. Celui qui conçoit l'outil ne prend pas toujours la décision finale, mais il influence ce que la décision pourrait voir, ignorer, calculer ou recommander. Et parfois, ce qui est laissé dans l'ombre compte autant que ce qui est mesuré. Une IA peut être très performant pour repérer des régularités dans des données. Mais encore faut-il savoir quelles données on lui donne, ce qu'elle raconte et ce qu'elle laisse. Un système entraîné sur des décisions passées héritées d'un monde déjà imparfait.
il apprend dans les traces d'une société qui a ses habitudes, ses inégalités, ses angles morts, ses préjugés parfois inconscients. La machine ne naît pas dans le vide, elle apprend à partir de nous. Et c'est peut-être cela qui dérange le plus. L'IA ne révèle pas seulement sa propre logique, elle révèle aussi la logique cachée de nos institutions. Puis vient un deuxième niveau de décision, celui des organisations qui choisissent de déployer ces outils. Une banque, une assurance, un hôpital, une université, une administration, une plateforme numérique une entreprise de recrutement. À ce moment-là, l'IA quitte le monde abstrait des modèles pour rentrer dans la vie réelle. Elle cesse d'être une promesse technologique et devient un instrument concret. Un modèle général devient alors un outil de tri de candidatures. Un algorithme devient un système de détection de fraude. Un logiciel devient une aide au diagnostic. Une recommandation devient un classement. Et un score devient une alerte. Ce passage est décisif parce qu'il transforme une capacité technique en pouvoir social. Une entreprise peut déployer une IA pour gagner du temps. Une administration peut l'utiliser pour traiter plus vite des milliers de dossiers. Un hôpital peut s'en servir pour aider à prioriser des patients lorsque les ressources sont limitées. Et une banque peut l'utiliser pour évaluer des risques avec plus de cohérence. Ces choix ne sont pas nécessairement absurdes, bien au contraire. Ils peuvent même être compréhensibles. Dans des systèmes saturés, dans des organisations débordées, dans des environnements où les données sont trop nombreuses pour être examinées à la main, l'automatisation peut apparaître comme une solution presque évidente. Mais une question se glisse aussitôt dans cette évidence. À partir de quel moment l'aide devient-elle une délégation ? À partir de quel moment un outil censé assister finit-elle par organiser si fortement la décision que le décideur humain ne fait plus que suivre la pente déjà tracée? Car, dans beaucoup d'organisations, le problème n'est pas que l'humain disparaisse totalement. Le problème est qu'il reste là, mais diminué dans sa capacité réelle à décider. On parle souvent de l'humain dans la boucle. L'expression est rassurante. Elle évoque une présence, une vigilance, un dernier recours. Elle donne l'impression qu'au fond, la machine ne fait que proposer et que l'humain, lui, garde la main. Mais cette image mérite d'être interrogée. Quel humain? Avec quel temps? Quelle formation? Quel pouvoir? Quelle liberté de contredire l'outil? Et surtout, très important, avec quelles conséquences s'il décide d'aller contre la recommandation? Imaginez un agent administratif face à des centaines de dossiers, avec un logiciel qui signale certains profils comme suspects. Officiellement, l'agent peut vérifier. En pratique, a-t-il le temps de le faire vraiment? Imaginez un recruteur qui reçoit un classement automatique de candidats, avec une pression pour accélérer l'embauche. Va-t-il prendre chaque dossier depuis le début ou faire confiance au système? Imaginez un conseiller bancaire qui voit apparaître un score défavorable. Va-t-il s'opposer à l'outil au risque de devoir justifier longuement son choix ou va-t-il suivre la recommandation parce qu'elle paraît plus sûre, plus objective et plus défendable? Vous l'aurez compris, le danger n'est pas toujours l'absence d'humain. Le danger est parfois la présence d'un humain réduit au rôle de caution morale. Un humain qui valide mais qui ne comprend pas entièrement. Un humain qui signe mais qui n'a pas vraiment choisi. Un humain qui peut théoriquement contredire la machine mais qui dans l'organisation concrète du travail n'en a ni le temps, ni les moyens, ni parfois même le courage institutionnel. Et cette situation produit un effet discret mais profond. La responsabilité se déplace encore. L'organisation peut dire qu'il y avait une supervision humaine. L'humain peut dire qu'il a suivi l'outil. Le fournisseur peut dire que l'outil n'était qu'une aide. Chacun possède une partie de l'histoire, mais personne ne semble porter seul le poids de la décision. C'est ainsi qu'une décision peut devenir collective sans devenir réellement assumée. Vient alors la question des billets. Elle est souvent mal comprise, parce qu'on imagine parfois qu'un billet serait une sorte de défaut moral de la machine, comme si l'algorithme avait des sentiments, des préférences ou des aversions. Mais une IA ne déteste personne, elle ne méprise personne et elle ne soupçonne personne par haine.
Elle calcule à partir de ce qu'on lui donne, selon les objectifs qu'on lui fixe dans un contexte que des humains ont défini. Et c'est précisément pour cela qu'elle peut reproduire des injustices sans jamais avoir voulu être injuste. Les biais peuvent venir des données. Si les données du passé reflètent des discriminations, le système peut les reproduire comme des régularités utiles. Dans le recrutement, si une entreprise a historiquement favorisé certains profils, certaines écoles et certaines trajectoires, alors une IA entraînée sur ces données peut considérer ces profils comme plus naturellement adaptés. Elle ne dira pas qu'elle discrimine, elle dira qu'elle optimise. Elle ne parlera pas d'exclusion, elle parlera de prédiction. Les biais peuvent aussi venir des objectifs. Si l'on demande à un système de maximiser la rapidité, il peut sacrifier l'attention au cas particulier. Si on lui demande de réduire le risque, il peut devenir excessivement conservateur. Si on lui demande de réparer une anomalie, il peut multiplier les soupçons. Et si on lui demande d'optimiser un coût, il peut produire une décision efficace pour l'organisation, mais brutale pour la personne concernée. L'éthique ne se joue donc pas seulement dans le code, elle se joue dans la définition même de ce que l'on appelle une bonne décision. Car c'est peut-être l'un des pouvoirs les plus subtils de l'IA. Elle peut transformer un jugement discutable en résultat technique. Ce qui était autrefois une appréciation humaine imparfaite et incontestable devient un score. Et un score impressionne. Un score semble parler une langue plus sérieuse que l'intuition. Il donne une forme de gravité mathématique à une décision. Il permet parfois à l'organisation de dire « ce n'est pas nous, ce sont les données ». Mais les données ne parlent jamais seules. Elles sont collectées, nettoyées, sélectionnées et interprétées. Elles portent les traces du monde dont elles viennent. Elles peuvent être incomplètes, déséquilibrées, anciennes et mal contextualisées. Elles peuvent mesurer ce qui est facile à mesurer et négliger ce qui est essentiel mais plus difficile à transformer en chiffres. Un parcours atypique, une fragilité passagère, une compétence informelle, une motivation réelle, une injustice subie, une explication humaine. Et puis, il y a la boîte noire. Quand un modèle devient trop complexe ou lorsque son fonctionnement est protégé par le secret commercial, les personnes affectées par ces résultats peuvent se retrouver dans une décision qu'elles ne comprennent pas. Elles savent qu'un système est intervenu. Elles savent qu'un résultat a été produit. Mais elles ne savent pas pourquoi ce résultat les concerne, ni comment le contester. Or, une décision importante dans une société démocratique ne devrait pas seulement être efficace, elle devrait pouvoir être expliquée. Une personne refusée, classée, signalée, suspendue, notée ou écartée devrait pouvoir obtenir autre chose qu'une formule vague. Elle devrait pouvoir comprendre les raisons essentielles, elle devrait pouvoir corriger une erreur, elle devrait pouvoir montrer qu'un élément de son dossier a été mal interprété. Elle devrait aussi pouvoir s'adresser à quelqu'un qui a le pouvoir réel de réexaminer la décision. Sans cela, le recours devient une façade, faut le dire clairement. On peut avoir un bouton contester, un formulaire, une adresse email, un délai de réponse, une procédure officielle, mais si personne ne peut entrer dans la logique du système, si personne ne peut expliquer ce qui a pesé de manière incompréhensible, si personne ne peut corriger ce qui a été mal compris, alors la contestation ressemble moins à un droit qu'à un rituel administratif. On donne à la personne le sentiment qu'elle peut parler, mais pas forcément le garantie qu'elle sera entendue. C'est ici que la question devient presque philosophique. Une décision que personne ne peut expliquer de manière compréhensible peut-elle encore être considérée comme légitime? Peut-être qu'elle est rapide, peut-être qu'elle est statistiquement performante, peut-être qu'elle réduit certains coûts et accélère certaines procédures. Mais si elle touche une vie, si elle ferme une porte, si elle prive quelqu'un d'une possibilité importante, alors l'efficacité ne suffit plus. Il faut une justification, il faut un responsable, il faut une possibilité de désaccord. C'est pour cela qu'il ne suffit pas de demander aux entreprises, aux administrations ou aux fournisseurs d'être éthiques. L'éthique comme intention ne suffit pas. L'éthique comme discours ne suffit pas. Dire que l'on respecte des principes ne garantit pas que ces principes résisteront à la pression du rendement, de la vitesse, de la concurrence ou de la réduction des coûts. Ce qu'il faut, ce sont des règles concrètes,
des audits, des contrôles, des recours, des obligations de transparence adaptées aux risques et surtout des responsables identifiables. Car si l'IA devient une chaîne invisible de décision, alors la démocratie doit apprendre à rendre cette chaîne visible. Elle doit pouvoir suivre le chemin d'une décision depuis le modèle qui l'a rendu possible jusqu'à l'organisation qui l'a appliquée, en passant par l'humain qui l'a validé. Elle doit pouvoir demander qui a conçu, qui a choisi les données, qui a défini l'objectif, qui a déployé l'outil, qui a vérifié ses effets, qui a eu le pouvoir de dire non et qui répond lorsque la décision blesse quelqu'un. Depuis plusieurs années, des institutions, des chercheurs, des régulateurs et des organisations internationales tentent justement de poser des garde-fous. L'UNESCO insiste sur les droits humains, la dignité et la responsabilité. L'OCDE parle d'une IA digne de confiance, respectueuse des valeurs démocratiques. Le NIST propose des cadres de gestion et l'Union européenne avance avec une logique importante. Plus une IA peut affecter des droits fondamentaux, plus elle doit être encadrée. Cette approche par le risque est essentielle. Une IA qui recommande une musique ou classe des photos n'a pas le même poids qu'une IA qui intervient dans un recrutement, un crédit, un soin médical, une prestation sociale ou une décision judiciaire. Toutes les décisions automatisées ne se valent pas parce que toutes ne pèsent pas de la même manière sur une vie. Mais une loi, même ambitieuse, ne suffit pas à elle seule. Elle peut poser un cadre, nommer des responsabilités, imposer des obligations, mais encore faut-il qu'elle soit appliquée. Encore faut-il que les régulateurs aient les moyens de contrôler. Encore faut-il que les entreprises jouent réellement le jeu. Encore faut-il que les citoyens comprennent leurs droits. Encore faut-il que les recours soient accessibles, compréhensibles et efficaces. Sinon, la responsabilité continue de se dissoudre malgré les règles. C'est tout le paradoxe de notre époque. Nous sommes capables de construire des systèmes qui analysent des milliards de données, qui rédigent, qui classent, qui détectent, prédisent et recommandent. Mais nous avons parfois plus de mal à construire les institutions capables de les surveiller avec la même rigueur. La machine accélère, la loi avance lentement, les entreprises innovent à grande vitesse, les citoyens découvrent parfois les conséquences après coup, les régulateurs tentent de rattraper des usages qui se transforment déjà. Et entre les deux, il y a des vies réelles, des décisions réelles et des erreurs réelles. C'est pourquoi l'éthique de l'IA ne peut pas être seulement une affaire d'ingénieurs. Elle doit devenir une question démocratique. Pas parce que chaque citoyen doit comprendre en détail le fonctionnement d'un modèle complexe, mais parce que chaque citoyen doit pouvoir savoir quand une IA intervient dans une décision importante qui le concerne. Quelles garanties existent, quels recours sont possibles et qui porte la responsabilité finale. Une société démocratique n'exige pas que tout soit simple, elle exige que ce qui est complexe ne devienne pas un prétexte à l'irresponsabilité. Il faut aussi regarder en face une autre tentation, celle de l'éthique comme marketing. Beaucoup d'entreprises parlent aujourd'hui d'IA responsable. Elles publient des principes, des engagements, des chartes et des rapports. Certains le font sincèrement, d'autres le font parce que le marché, les investisseurs, les clients ou les régulateurs l'exigent. Mais la vraie question n'est pas de savoir si une organisation sait prononcer les bons mots. La vraie question est de savoir ce qu'elle fait lorsque ces mots deviennent coûteux. Que se passe-t-il si un audit ralentit le lancement d'un produit? Que se passe-t-il si un garde-fou réduit la performance commerciale? Que se passe-t-il si expliquer une décision expose une faiblesse du modèle? Que se passe-t-il si corriger un billet coûte plus cher que l'ignorer? Que se passe-t-il si reconnaître une erreur ouvre la porte à des recours, à des sanctions, à des pertes d'image? C'est là précisément que l'éthique cesse d'être un discours et devient une décision. L'éthique ne se mesure pas aux principes affichés, mais au renoncement qu'une organisation accepte de faire lorsque ces principes deviennent coûteux. Elle se mesure à la capacité de dire « ce système est rentable mais trop opaque ». Il est performant mais injuste pour certains groupes. Il est rapide mais impossible à contester concrètement. Il est innovant mais pas assez sûr. Il nous ferait gagner du temps mais il ferait perdre trop de droits à ceux qui le subissent. Et je vous assure que cette lucidité est essentielle.
parce qu'il faut refuser deux caricatures. Non, l'intelligence artificielle n'est pas une entité autonome qui décide seule à la place de l'humanité. Elle n'est pas un esprit étranger qui aurait soudain pris les commandes. Derrière elle, il y a des humains, des entreprises, des intérêts, des institutions, des choix de conception et des choix de déploiement. Mais non, elle n'est pas non plus un simple outil neutre comparable à un marteau ou à une calculatrice sans conséquences politiques. Un système qui classe, filtre, recommande, prédit ou hiérarchise n'est jamais totalement neutre. Lorsqu'il intervient dans des domaines sensibles, il organise une partie du réel. Il influence les humains qui prétendent encore décider. Il peut rendre certaines options plus visibles et d'autres presque inexistantes. Le vrai danger n'est peut-être donc pas que l'IA décide à notre place. Le vrai danger, c'est qu'elle permette à des humains, à des entreprises ou à des institutions de décider sans avoir à répondre clairement de leurs décisions. Le danger, c'est que la responsabilité se cache derrière les mots techniques, que l'injustice devienne un résultat statistique, que l'erreur devienne une anomalie du système, que la personne touchée devienne un dossier parmi d'autres, un signal, un score ou une ligne dans un tableau de bord. Pour éviter cela, il faut tenir ensemble 4 exigences. La transparence d'abord. Non pas une transparence absolue et impossible, mais une transparence suffisante pour comprendre les raisons d'une décision. Le recours ensuite. Parce qu'une décision qui ne peut être contestée devient rapidement une forme de pouvoir sans contrepoids. La responsabilité identifiable. Parce qu'il doit toujours y avoir quelqu'un, quelque part, capable de répondre. Et enfin, un contrôle humain réel. Pas un humain décoratif, pas un tampon administratif, mais une personne formée, disponible, autorisée à contredire la machine lorsque la situation l'exige. Alors, peut-être, l'IA pourra devenir autre chose qu'un écran entre le pouvoir et les citoyens. Elle pourra devenir un outil utile, puissant, parfois même précieux, à condition de rester inscrite dans une chaîne humaine clairement assumée. Car le problème n'est pas d'utiliser des systèmes intelligents pour aider à décider. Le problème est d'oublier que décider, lorsqu'une vie est concernée, n'est jamais seulement calculé. Décider, c'est aussi expliquer, c'est assumer, c'est accepter d'être contredit. C'est reconnaître que derrière chaque dossier, il y a quelqu'un qui doit pouvoir comprendre ce qui lui arrive. Et vous, jusqu'où acceptez-vous qu'une IA participe à une décision qui vous concerne? Pour un emploi, pour un crédit, pour un diagnostic médical, pour une décision administrative ou pour une décision judiciaire. À partir de quel moment l'aide devient une délégation et la délégation devient une dépossession? Dites-le moi en commentaire avec vos arguments, vos nuances, vos inquiétudes ou vos désaccords. Parce que ce débat ne concerne pas seulement les ingénieurs, les entreprises et les régulateurs, il concerne chacun d'entre nous. Et si cette réflexion vous a intéressé, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à laisser un like pour soutenir la vidéo et à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut ouvrir une discussion utile. Merci tout particulièrement à toutes celles et ceux qui soutiennent déjà la chaîne. Votre présence et votre confiance permettent à ces formats d'exister, avec le temps, le soin et la profondeur que ces sujets méritent. Sur ce, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Car, au fond, la question n'est pas seulement de savoir si l'intelligence artificielle peut décider. La vraie question est de savoir si nous serons encore capables de demander des comptes à ceux qui décident à travers elle.